Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette discussion animée d'aujourd'hui, du samedi 9 mai. Discussion qui se déroule, en fait organisée par le groupe de soutien Solidarité Entraide Centre-Sud COVID-19, un groupe Facebook que probablement dont vous êtes déjà membre si vous êtes ici aujourd'hui, ou si ce n'est pas le cas et que vous voyez cette vidéo en rediffusion, vous pouvez toujours vous y joindre, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, c'est dans le fond d'aborder la question des habitudes qu'on développe pendant ce temps de confinement. Savoir est-ce que dans le fond, il y a des habitudes qui vont changer, certaines qui vont être des nouvelles qui vont être adoptées, qui vont être peut-être adoptées de façon durable. Donc, on voulait aujourd'hui avoir une discussion voilà, sur ce thème-là, d'entrevoir un peu la suite des choses. On parle beaucoup de déconfinement, on parle beaucoup d'incertitudes autour de ça. Mais l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut retirer là, des bénéfices de la situation actuelle, puis qu'est-ce qu'on pense qu'on va avoir retenu et qu'on va avoir donc mis en application et qui pourrait continuer là, au-delà de la période de confinement. Alors, si vous voulez intervenir pendant la discussion, je vous invite à suivre le lien qui est dans la description de la vidéo que vous voyez en ce moment si vous suivez en direct, ou sinon de commenter sous la vidéo, mais vraiment le plus simple pour moi, ce serait que vous suiviez donc le lien qui est sous la vidéo pour permettre là, d'intervenir pendant la discussion, et ça vous permettrait aussi de vous joindre en vidéo si vous avez la caméra. Donc, ça va nous permettre d'avoir comme ça là, un dialogue et de pouvoir échanger entre nous. Alors, soyez rassurés, là, on n'a pas des milliers de personnes qui nous suivent. Là, c'est vraiment entre nous de quelques personnes, là, peut-être une dizaine de personnes qui pourront suivre. Donc soyez bien à l'aise de participer à cette discussion-là. Donc, peut-être pour lancer un peu la discussion, moi j'ai eu quand même certaines réflexions depuis les dernières semaines. Quand on parle de nouvelles habitudes, ça peut être autant des habitudes, des comportements, des choses qu'on faisait peut-être pas avant, qu'on se met à faire davantage. Ça pourrait être des choses aussi simples que de dire, on cuisine davantage, qu'on passe plus de temps à prendre des marches, à aller courir dehors, à prendre peut-être des nouvelles aussi, des proches, des gens de la famille, des amis. Peut-être qu'on se fait des petits 5 à 7 virtuels avec des gens qu'on connaît pour prendre des nouvelles. Mais ça peut être aussi des habitudes dans le sens de comment est-ce qu'on interagit avec les gens. Moi, j'ai remarqué là, dans les dernières semaines, en fait, des occasions que j'ai eues de côtoyer des gens, le peu que j'en ai eu, que ce soit des gens à l'épicerie, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance du rôle de certaines personnes que peut-être avant on considérait peut-être moins ou qu'on prenait peut-être un peu pour acquis, notamment les gens qui travaillent dans les services, les commerces dits essentiels, les épiceries, les gens qui, dans le fond, dans un contexte comme le nôtre actuellement, s'exposent. Hein. Ils sont là, ils rencontrent du public à tous les jours, ils essaient de se protéger, bien évidemment, on essaie de leur mettre des fenêtres, des protections, des infects. Mais ça reste quand même des gens qui courent des risques pour nous offrir des services dont on a besoin, de s'alimenter, certains, que ce soit dans les médias, des gens qui continuent à devoir aller au travail pour nous informer. Il y a des gens comme ça que finalement, on se rend compte qui ont un rôle qu'on sous-estimait peut-être auparavant. Du moins, moi, j'en ai pris conscience et ça m'a permis de peut-être davantage apprécier ou d'être reconnaissant de ces rôles-là dans notre société. Ne serait-ce que, hier, je me faisais livrer mon épicerie chez moi et juste d'avoir le livreur qui est venu porter, puis pour ceux et celles qui connaissent un peu où je reste, les livreurs se perdent toujours dans les étages, n'arrivent jamais là, à trouver la bonne place en premier. Et donc, il y a eu à aller cogner à quelques portes, finalement, on s'est trouvé. Et puis je me suis pris un peu à lui dire merci, mais différemment. Pas le merci habituel de merci, bonne journée, qu'on peut se dire rapidement, mais vraiment un merci. Un merci senti, un merci de reconnaissance du travail que ces gens-là peuvent faire, qui souvent peut être, comme je le disais, un travail qui passe dans l'ombre, mais qui d'autant plus actuellement, on se rend compte qui est un travail important et qu'on peut donc être reconnaissant de ces gens-là. Donc, moi, je pense que ça va être un peu, oui, ça fait partie des habitudes, je pense, que je commence à avoir et que j'espère que je vais conserver là, pour la suite
même au-delà de la période de pandémie, pas que je n'étais pas reconnaissant avant, mais je pense qu'il y a une partie là, de ressenti qui va venir qui est moins d'un automatisme que vraiment de le penser, de le ressentir quand on le dit. Je vois on a quelqu'un qui vient de se joindre en ligne. Je vois Jean-Sébastien, un autre Jean-Sébastien qui s'est joint en ligne, Jean-Sébastien Bourret. Écoute, Jean-Sébastien, la question aujourd'hui, donc, et ça va permettre de relancer les autres personnes qui voudraient intervenir, que ce soit par écrit ou que ce soit comme le fait Jean-Sébastien. Merci beaucoup de donner l'exemple en suivant le lien BeLive et de vous connecter avec votre caméra pour pouvoir intervenir. Donc, la question, donc, en quoi vos habitudes changeront-elles? Est-ce qu'elles ont déjà changé? Assurément, il y a beaucoup de choses qui nous bousculent notre quotidien, mais est-ce que ces habitudes-là, d'après vous, vont changer et vont durer dans le temps? C'est la question qu'on vous lance aujourd'hui. Donc, Jean-Sébastien, que je te joins dans quelques instants, quelques secondes, ça va paraître par la magie de la technologie. Oh, bonjour Jean-Sébastien, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Oh, moi, je ne t'entends pas par contre. OK, il va falloir que je mette... Tu m'entends? Ton Moi, micro est bien puis... activé. Oui, mon micro est activé, je sais pas. Bon, écoute, c'est peut-être juste moi, comme on a déjà eu des problèmes avec la technologie qu'on a eu là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent aussi sur Facebook qui pourraient nous dire si vous l'entendez là. Mais moi, je ne t'entends pas malheureusement, Jean-Sébastien. Alors, on va définitivement la magie de la technologie n'est pas toujours au rendez-vous avec nous. Donc pendant que est-ce que ça aide? Est-ce que tu m'entends un peu avec le système? Toujours pas. Peut-être de régler, Jean-Sébastien, dans les paramètres, là, en haut de ta petite fenêtre, tu as une petite roulette là, où tu apparais dans le BeLive et tu peux choisir ta source de son en 30. Alors, pendant que Jean-Sébastien regarde ça ou éventuellement nous fait part de son commentaire par écrit, écoute, je vais peut-être essayer de m'enlever et te mettre. Allô, est-ce que tu m'entends maintenant? Est-ce que ça aide? Ça n'a rien changé. Hein? Alors, écoute, je t'entends toujours pas, Jean-Sébastien. Pourtant, on avait déjà eu une conversation il n'y a pas si longtemps ensemble, puis ça avait fonctionné. Écoute, je ne sais pas si tu veux peut-être nous écrire à ce moment-là ce que tu voulais partager, puis je vais essayer de le rendre aux personnes qui nous suivent. Donc voilà, donc c'était presque un bon exemple. Merci Jean-Sébastien pour l'effort. S'il y en a d'autres qui veulent essayer, dans tous les cas, moi j'ai l'impression que vous m'entendez si Jean-Sébastien s'est rendu jusqu'à se connecter. Il me fait signe que oui. Mais peut-être avec d'autres personnes. Hein. C'est vrai que cette technologie-là, là, des fois, nous fait faux bon. Là. Je suis bien désolé. Donc, si d'autres personnes veulent essayer de se joindre. Donc, je rappelle la question, en quoi vos habitudes changeront-elles? Et ça peut être des choses aussi simples hein, que dans votre quotidien, des choses, comment vous, est-ce que des comportements que vous avez adoptés, est-ce que votre quotidien a changé assurément depuis le début du confinement? En quoi ça a changé? En quoi est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments de ça qui vont demeurer? Mais ça peut être aussi de façon un peu plus large. Hein, quand on dit en quoi nos habitudes changeront-elles? Est-ce qu'on peut essayer de voir aussi au niveau de notre communauté, est-ce que nos habitudes là, collectives vont changer? Déjà, on parle du port du masque, le fameux port du masque, que pendant longtemps, on nous disait qu'il ne fallait pas le porter, qu'on allait être malade si on portait ça. Là, finalement, ça va devenir un peu une norme, là, du moins ici à Montréal, là, dans les transports pour l'instant, assurément ailleurs éventuellement. Ça va aussi un peu changer hein, notre perception, ne serait-ce que, hein, j'y pensais moi, quand on visualise un peu ça, là, puis on s'imagine comment ça va se passer, le sourire. On ne pourra plus sourire aux gens. Puis on sait que il y a quelque chose peut-être un peu québécois ici dans notre façon d'interagir. Hein. On croise des gens, oui, des fois on va se dire un bonjour, mais très souvent ça va être un sourire. On va se faire sourire, on va hocher la tête, on va reconnaître l'autre personne, la reconnaître comme étant une autre personne, mais tout passe beaucoup aussi par le sourire, par la communication non verbale. Ça va venir changer quelque chose, assurément, dans nos habitudes, dans nos interactions, ne serait-ce que les réflexes que certaines personnes ont déjà quand on marche à l'extérieur. On marche sur le trottoir et là, les gens changent de côté de rue, changent de trottoir. Parce qu'on n'est pas toujours très confortable de se croiser. C'est pas tout le temps. Moi, l'autre fois, je prenais une marche justement ici en face de chez moi. Et puis, déjà, les gens qui marchent ensemble, il y en a qui essaient de maintenir le 2 mètres. Mais là, si déjà ils maintiennent le 2 mètres sur le même trottoir, il n'y a plus de place pour qu'on passe d'un côté ou l'autre. Il y a des fois ces habitudes-là qu'on va peut-être avoir
d'interactions sociales qui vont assurément être différentes et qui risquent d'être là pendant encore, on imagine, là, un bon moment. Alors, je regarde les questions qui pourraient intervenir en ligne. Je vous invite, si vous voulez répondre à cette question-là, en quoi vos habitudes changeront-elles? Vous pouvez donc commenter, que ce soit en commentaire dans la publication, que ce soit en joignant sur la page donc BeLive pour pouvoir vous joindre, tenter de faire comme Jean-Sébastien a essayé de faire et qu'on le salue, de participer et de vous joindre avec la vidéo. Ça sera toujours apprécié. Donc, et voilà, ou par écrit, voilà, de commenter. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu voulais mettre tes commentaires par écrit ou te réessayer, là. On peut peut-être réessayer. Est-ce que tu penses qu'on va peut-être réessayer? Non, tu penses que ça ne marchera pas plus? Ben écoute, ou on va essayer de lire sur tes lèvres, si tu peux nous mettre en commentaire là, dans la fenêtre en bas à gauche du BeLive, que je pourrais donc par la suite la faire afficher. Et au moins, ben, on aura le visuel, on te verra et on verra ton commentaire. Donc, c'est déjà le mieux qu'on peut en ce moment, je pense. Mais ça sera déjà ça. Sinon, ben voilà, je rappelle aux autres. Donc, à la fois, que ce soit les commentaires au niveau de comportement, de qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, que aussi de façon plus globale, là, au niveau de la société. Deux choses aussi, deux éléments qui sont ressortis dans l'actualité cette semaine. On a vu, entre autres, des gens qui soulignaient l'apport des travailleurs migrants, des gens qui sont arrivés chez nous, dans certains cas, des cas de réfugiés, pas tous, mais dans certains cas, et il y a eu certains cas qu'on a mis de l'avant là, dans les médias, entre autres, malheureusement, certaines personnes qui sont décédées et qui donc présentait un profil que bien des gens, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, pouvaient avoir certaines idées peut-être préconçues, certains préjugés. Et là, finalement, on se rend compte que il y a des gens comme ça qui, malgré ce qu'on peut en penser, assument un rôle important dans notre société, prennent soin des gens qui sont en détresse, qui sont dans des situations de précarité, qui sont, dans certains cas, des aides-soignants, des gens qui vont intervenir auprès des personnes malades, et qui donc assument un rôle dans notre société, un rôle très important, alors qu'on peut leur associer, dans bien des cas, un certain profil qui peut être vu comme étant plus ou moins favorable et du moins aux yeux de la société, avec tous les préjugés qu'on peut reconnaître à l'endroit des personnes, certaines personnes immigrantes ou réfugiés. Alors, il y a quelque chose là, je pense qu'il y a une prise de conscience intéressante qu'on va avoir présentement, dans les prochains jours aussi, les prochaines semaines assurément. Le rôle des femmes aussi. Il y a eu, entre autres, une lettre aujourd'hui dans la presse. On parlait là, du fait que il y a une grande part des personnes qui assument ces rôles-là dans notre système de santé, des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires, c'est des gens, en très grande majorité, c'est des femmes, c'est pas en quasi-totalité. Et ça me mettait encore plus en lumière le fait qu'on a des gens qui assument des rôles, encore une fois, très importants, qui s'occupent du bien-être, dans certains cas, de la survie carrément de plusieurs personnes de notre société et qui se ramassent à être dans des conditions qui sont totalement déplorables au niveau donc des conditions salariales, des conditions de travail et au niveau de la valorisation de leur rôle au sein de la société. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a ça aussi là, qu'on prend, qu'il y a une prise de conscience là, qui, assurément, là, qui intervient ces jours-ci. Et est-ce que ça va venir changer nos habitudes? Est-ce que ça va venir changer notre façon de percevoir ces rôles-là, et comme je le disais un peu tout à l'heure, d'être peut-être un peu plus reconnaissant de la part de ces personnes-là, et comme on disait, essentiellement des femmes dans le cas de ces rôles-là, et toutes les implications que ça a, parce qu'à partir du moment où on dit c'est nos anges gardiens, les gens qui prennent soin de nous, c'est pas juste d'avoir un beau titre, hein? Encore faut-il que ces gens-là soient reconnus, soient valorisés à la hauteur là, de l'importance qu'ils ont pour la société, entre autres au niveau salarial, bien évidemment, mais aussi en termes de statut social. Est-ce que ça va avoir changé? Est-ce que ça va s'intégrer dans nos mœurs, dans nos perceptions là, de ces groupes-là? Ou est-ce que finalement,
ça va passer et que par la suite, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Alors, je relance la question. S'il y a d'autres gens qui veulent essayer, je vois qu'il y a des gens qui nous suivent en direct sur la page Facebook. Je vous inviterai à, si vous le pouvez, de cliquer sur le lien pour venir sur la page BeLive pour pouvoir participer donc en direct, de répondre à la question. Donc, en quoi vos habitudes changeront-elles? Ont-elles déjà changé? Et sinon aussi de commenter là, dans la publication. C'est simplement que la publication, ce qui est embêtant, c'est comme elle a été partagée à plusieurs endroits. Moi, je dois là, me promener d'une page à l'autre là, parce que vous êtes répartis sur les différentes pages. Là. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Donc, je vous inviterai vraiment à aller suivre le lien donc BeLive qui est dans la description de la vidéo et ce que ça vous permettra donc de vous joindre à l'appel et de partager vos commentaires. Donc, d'autres habitudes, ça peut être des choses aussi simples, là, je comprends, je me lançais dans une discussion un peu plus philosophique, mais aussi simple que nos interactions, même virtuelles. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pris beaucoup plus, je prends plus contact, je parle sur une base quotidienne avec les gens de ma famille. Je suis aussi en communication beaucoup plus régulière avec des amis, que ce soit en faisant des 5 à 7, des soupers virtuels. Est-ce que ça va devenir quelque chose qu'on va intégrer et qui nous donnera peut-être l'occasion de rester en contact, en relation davantage avec les gens qu'on a peut-être moins l'occasion de voir pour plein de raisons, que ce soit de proximité ou autre. Là, c'est comme si on avait un prétexte avec la situation de confinement pour dire, comme on est tous et toutes confinés, peut-être que là, on peut tous, ça nous donne ce prétexte-là de dire, comme on sait que les autres sont tous pris chez eux, on peut peut-être plus se permettre d'aller vers les autres et de proposer ce type d'interaction-là qu'on faisait peut-être moins avant, qu'on privilégiait les contacts plus humains, physiques, personnels, directs. Mais est-ce que ça va rester et que ça va nous permettre de peut-être rester davantage en contact? Jean-Sébastien, que je vois qui tente, là, on a de la persévérance ici, tente à nouveau de se rejoindre. J'ai réessayé. Tu m'entends toujours pas? J'ai changé de navigateur. Il y a des gens qui nous entendent là. Attends, je vais peut-être juste essayer de voir si je l'entends. Attends, je vais juste essayer de couper mon micro. Il parle un peu, Jean-Sébastien, je vais voir si je t'entends. J'ai changé de navigateur. Je suis allé sur Google Chrome. Ça n'a rien changé. Hein? OK. Désolé. Même en changeant de navigateur, j'ai essayé avec plusieurs navigateurs. Ouais. J'avais tantôt, j'étais sur Opera, là, je suis sur Chrome. Pas de succès. Je vais essayer avec Internet Explorer ou. Non, écoute, j'ai essayé de le faire jouer là, sur la page pour voir si le son quand même rentrait sur la page et que c'était juste moi qui ne l'entendais pas. Là. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Non. Alors, il ne faut juste pas que ça décourage les gens qui voudraient participer. Mais écoute, moi, je t'invite vraiment, Jean-Sébastien, si tu peux écrire quelque chose en bas à gauche, là, dans la fenêtre BeLive. Ah, il y a Barbara Gagnon qui dit « Je l'entends ». Bon, fantastique. Bon, écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable. Écoute, merci beaucoup, Barbara, voilà, qui confirme bien. Elle t'entend, Jean-Sébastien. Écoute, vas-y, Jean-Sébastien. Partage ce que tu avais à dire. Peut-être de le résumer par écrit. Moi, je ne t'entends pas, ce qui est vraiment bête. Là. Attends, je vais essayer autre chose. C'est peut-être effectivement moi qui ai le problème. À dire. Peut-être de le résumer par écrit. Moi, je ne t'entends pas. OK. Essaye donc voir, là, Jean-Sébastien. Salut. Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Parfait. Ça va être mieux. C'était moi qui avais le problème. J'étais super mal à l'aise de commencer à avoir une discussion, puis que là, toi, tu ne saurais pas comment réagir. Tu es quand même l'autre, là. C'est ça, c'est particulier d'avoir un autre qui n'entend pas ce que les invités disent. Surtout que j'avais rien d'édifiant à ajouter, là. T'as super bien dit ça. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens en me disant, probablement que je les dérange pas, surtout ceux qui se sont retrouvés sans emploi, comme moi. Je me suis dit, je me suis permis de communiquer plus souvent avec des personnes qu'on a peur de déranger. Et effet cocasse, là, c'est pas quelque chose qui va
qui va faire évoluer beaucoup la société, mais je me suis aperçu que mes amis étaient plus disponibles pour des jeux en ligne. Donc c'est plus facile. Moi, j'habite quand même à une certaine distance de mon frère, donc on a gardé contact à peu près aussi régulièrement, mais par petits bouts. En fait, c'est ça la différence, tu vois. C'est que là, on se parle par des petits morceaux au lieu de savoir une journée complète. Ben là, on se parle un petit peu à chaque 2 jours, à chaque 2, 3 jours. Est-ce que tu trouves que assurément, ça doit être différent? Parce que quand on se voit seulement à certains moments, je veux dire, comme moi aussi, là, je visitais ma mère, mon grand-père sur une base, bon, à certains moments, on a peut-être plus de choses à se dire que quand on se parle plus régulièrement, où finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'excitant qui se passe dans la vie de bien des gens là, en ce moment. Il faut se le dire bien franchement. Ça, c'est un bon point. On peut se parler plus souvent, mais il nous arrive moins de choses parce qu'on sort moins, les gens vont pas en voyage, ils ont moins de choses à raconter. On se parle, mais on se parle du fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Tout le monde est en santé. On parle plus de santé qu'à l'habitude. On parle plus souvent de notre santé, si tout le monde va bien. Puis c'est drôle d'entendre les précautions. Les gens m'expliquent les précautions qu'ils prennent. Ah non, pas toucher au téléphone, rester à distance. Hier, quand j'appelais chez mes parents, là, c'est très anecdotique. Je ne sais pas à quel point ça peut intéresser nos spectateurs, mais il y avait... j'appelais mes parents et ma sœur passait à ce moment-là. Mais là, elle reste dans la véranda. Finalement, elle est comme sur le bord. Elle apporte, dans ce cas-ci, elle apportait des choses de pharmacie. Et puis là, mes parents, bon, là, OK, je vais te mettre sur l'intercom pour qu'elle puisse te dire bonjour. Là, c'est comme le téléphone était à bout de bras, mais elle pouvait crier dans le téléphone, mais il ne fallait pas qu'elle touche au téléphone. Donc, il y avait toutes ces précautions-là très particulières qui sont comiques parce que probablement que les très hautes probabilités sont qu'elle n'était pas porteuse du virus, ni eux, mais ils font comme si le virus étant invisible. Ben c'est ça, ne le sachant pas, on doit tous prendre là, des précautions qu'on n'est pas habitué de prendre et que ça vient assurément affecter nos interactions. Est-ce que tu penses, Jean-Sébastien, que à quel point ça va, tu penses que ça va continuer, ça? Est-ce que tu penses que au-delà du déconfinement, est-ce que ça va s'implanter ces habitudes-là et qu'on va continuer à prendre des nouvelles, à s'informer des autres, de la santé des autres? Bon, peut-être qu'on le faisait déjà un peu avant, mais là, on le fait beaucoup plus maintenant. Est-ce qu'on va être plus soucieux de ça, d'après toi, pour la suite des choses? Moi, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les gens vont avoir la possibilité de se mettre à parler de d'autres sujets, de se mettre à faire d'autres choses, puis de revenir le plus possible à leurs anciennes habitudes, je pense que le réflexe va être d'essayer de revenir vers le plus de normalité possible. Ceux, par contre, que je pense qu'ils vont garder des habitudes qui vont être marquées à vie, ce sont les enfants. Parce que, tu sais, quand on est adulte, on a déjà formé de ces habitudes. On a envie de revenir, quand ça sera justifiable, quand ça sera correct, de revenir à serrer dans les bras à nos habitudes qu'on avait avant. Mais les enfants qui ont grandi là-dedans, il y en a qui vont avoir été, j'ose pas dire traumatisés, mais en tout cas marqués par l'expérience. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir des comportements probablement différents. On va peut-être développer toute une batch de, comment ils appellent ça, les germophobes. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on n'a jamais eu tant de germophobes dans une même génération. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'il y a des enfants qui vont plus vouloir de contact humain, qui vont plus vouloir, tu sais, les enfants qui font des gros câlins aux grands-parents. Moi, j'ai vu ça toute ma vie, là, on a vu ça. Mais là, il y a peut-être des enfants qui vont avoir peur d'être touchés, des gens qui voudront plus être touchés, qui vont vouloir tout. Fait que moi, je pense que chez les enfants, et même peut-être certains adolescents, bon, on ne parle pas de demain, là, mais surtout si ça dure 1 an ou 2, il y en a qui vont peut-être avoir peur du contact humain. C'est ça qui va. Moi, ce que je pense, c'est que d'un point de vue psychosocial, ça va être principalement des dommages qu'on va subir, mais d'un point de vue écologique, il y a probablement des avantages qui vont en ressortir. Là. Je vais faire une autre parenthèse puisque tu me donnes la parole, mais je sais que je parle beaucoup. Je vais juste dire que j'ai l'impression que les gens vont être plus conscients par rapport au voyage. Ils vont peut-être se poser des questions avant de voyager. Et là, peut-être que subitement, ils vont se rendre compte que tel voyage qui apparaissait, des voyages d'affaires, qui apparaissait tellement important d'aller passer 3 jours dans tel autre pays ou à telle autre place, ils vont dire, ça se fait par vidéoconférence. Moi, je pense qu'il y a des voyages d'affaires qui vont être remplacés par des vidéoconférences pour plusieurs raisons. Parce que ça paraît plus risqué de faire du voyage.
les gens vont être plus habitués avec la vidéoconférence, ils vont être plus à l'aise avec ça, et qu'ils vont se dire, ben, pourquoi, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette dépense-là, de mettre tout ce trouble-là, surtout que ça va être plus difficile, ça va être plus coûteux et plus difficile de se promener d'un pays à un autre pour encore au moins les 2 prochaines années. Donc, le voyage qui va être subitement plus cher et plus compliqué et plus long, on va le remplacer par une visioconférence, ça fait que ça va probablement avoir des impacts positifs au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est ce que j'espère. Et ça, c'était une tendance qu'on voyait déjà un peu. Là. Moi, ne serait-ce que dans mon domaine, dans un de mes domaines d'activité, dans le domaine de l'édition. Moi, j'ai propriétaire d'une agence de représentation de maisons d'édition à l'international, et à chaque année, il y a la foire internationale du livre de Francfort en Allemagne, qui est un peu la grande messe. Là. C'est là le grand événement annuel de l'industrie de l'édition, où là, tu as tout le monde là, qui se ramasse là. Et c'est beaucoup de déplacements, beaucoup d'avions, d'hôtels, de dépenses. Nous, pendant des années, on a eu un stand là-bas, mon agence, ça coûtait des dizaines de milliers de dollars. Cette année, d'ailleurs, le Canada est le pays à l'honneur de la Foire internationale du livre de Francfort en octobre prochain. Est-ce que ça va toujours se tenir? On se le demande. Là. Et ça coûte des millions. C'est des dizaines de millions de dollars là, qui ont été là-dedans là, pour que ce soit le Canada qui soit mis à l'honneur. Là. Chaque année, il y a un pays. Il y a des gros événements comme ça. Toi, tu parles de voyages d'affaires, mais les grands rassemblements d'affaires. Déjà, il y avait des questionnements. Puis moi, j'ai vu depuis les dernières années la chute, là, vraiment. Là, ils ont même fermé il y a des hangars complets qui étaient utilisés à l'époque pour mettre des stands qui ne sont plus utilisés depuis les dernières années parce qu'il y a eu une baisse de participation. Et les gens allaient beaucoup plus vers le virtuel. De toute façon, on peut se parler maintenant par Skype, par courriel. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que d'aller passer ta soirée quand il y a le party de tel éditeur dans tel hôtel, les gens ils se parlent, ils se rencontrent. Il y a quelque chose là, d'avoir des rencontres, des contacts physiques. Mais déjà, il y avait une tendance, et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, comme tu dis, ça va probablement remettre en question beaucoup de plans de voyage, de déplacement des gens. Il soulignait aussi, Jean-Sébastien, les contacts avec les proches. Là. Les enfants, est-ce que, là, on va prendre un petit bout de temps avant qu'on puisse dire, là, tu peux donner des becs à grand-papa, grand-maman, vous pouvez vous serrer dans les bras. Juste quelque chose d'aussi bête, j'ai vu passer ça sur Facebook, de souffler les chandelles d'un gâteau là, d'anniversaire. Ça a l'air bête, hein, mais on ne s'est jamais posé la question, donc souffle sur le gâteau. Mais là, est-ce que le monde va continuer à souffler sur les gâteaux que les gens vont manger après? Là, tu te dis, bon point. C'est à 2 mètres là, que je souffle sur mes chandelles. Fait que, il y a toutes des mœurs comme ça qu'on a, des habitudes, que là, à un moment donné, peut-être des gens vont dire, oups, je suis pas sûr, là, moi, là, si ça nous affecte, et surtout, comme tu dis, s'il y a une génération de jeunes qui, là, ça fait quelques semaines, mais est-ce que ça va durer encore pendant des semaines, des mois, peut-être même 2 ans avec l'histoire d'un vaccin à venir? Là, j'ai vu Barbara qui avait réagi tout à l'heure. Je ne sais pas si Barbara veut commenter aussi, ou réagir à ce que Jean-Sébastien a dit. Ça peut être par écrit, en commentaire que je préfère afficher, ou ça peut être en se joignant avec la webcam. Barbara, ça nous ferait bien plaisir. Sinon, j'essaie de voir si on a d'autres gens aussi en ligne qui nous suivent, qui voudraient donc intervenir également sur la question. Je vous rappelle la question: en quoi vos habitudes changeront-elles? Ça peut être des habitudes que vous avez déjà changées assurément pendant le confinement, des habitudes au niveau de comportement dans votre quotidien, mais aussi peut-être au niveau de votre perception de ce qui se passe dans la société en général et de vos comportements là, au-delà de votre quotidien et de ce que vous faites chez vous. Là. Donc, la question vous est lancée. Jean-Sébastien qui nous amenait, pas moi à l'autre, qui nous amenait sur le terrain de nos interactions avec nos proches, des contacts physiques, les jeunes qui vont probablement être affectés par toute cette préoccupation-là, ce doute de dire je peux-tu pas, je vais-tu être contaminé, non, assurément, ça va marquer là, assurément une génération là, de jeunes qui vont avoir le doute que des gens, déjà, il y en a des gens plus vieux qui trouvaient que les plus jeunes, déjà, n'étaient pas comme c'était dans le bon vieux temps où les gens allaient puis mangeaient de la terre, puis on faisait quasiment exprès pour être malade, pour développer notre immunité. Là, on s'en va dans un tout autre extrême. Là. Et c'est vrai que ça peut affecter, là, assurément, une génération de jeunes dans ce sens-là, et les habitudes de voyage.
assurément. Est-ce qu'on va davantage circuler dans un rayon proche où on va aller davantage visiter le Québec, qui n'est pas laid en passant, là, une fois qu'on va permettre les déplacements davantage entre les régions, là, mais qui n'est pas de mauvaise place à visiter là, non plus. Toi, Jean-Sébastien, est-ce que tu penses que ça va changer tes propres habitudes par rapport à ça? Plutôt que de dire, je vais aller voyager ailleurs, est-ce que je vais passer plus de temps au Québec? C'est possible, oui. À partir du moment où on y est encouragé, il va y avoir toutes sortes d'incitatifs pour découvrir le Québec. Peut-être que ça va être l'occasion, mais là, on ne parle pas à court terme. Parce qu'à court terme, on nous dit qu'en pandémie, c'est pas un bon moment pour se promener un peu partout. Voyager, c'est pas, même à petite échelle, c'est pas recommandé. Là. Je veux dire, quand tu voyages, tu vas dans des restos, tu vas dans des hôtels, tu vas dans des campings, tu vas quelque part, hein, tu vas devoir dormir, tu vas devoir manger. Donc, si tu es contagieux, tu peux contaminer pas mal de monde. Mes habitudes de voyage, moi je suis pas quelqu'un qui voyage si souvent que ça, mais quand je le fais, je l'apprécie. J'aimerais ça en profiter pour mentionner quelque chose sur la germophobie. Un de mes humoristes préférés, un humoriste américain qui s'appelle Bill Maher, il fait presque à chaque semaine un segment d'humour sur un thème particulier. Et c'était le week-end dernier où il parlait de germophobie et il expliquait à quel point la lutte, selon lui, là, la lutte, on devrait la faire de l'intérieur. On devrait profiter de ce moment-là. Puis là, je ne parle pas d'ésotérisme, je parle de biologie. D'en profiter pour renforcer notre système immunitaire plus que jamais. Puis encore une fois, je ne parle pas des personnes qui ont déjà des problèmes de santé majeurs, là, qui peuvent pas s'exposer au virus. Mais pour les personnes qui ont un niveau de santé, des adultes, tout ça, qui ont un bon niveau de santé déjà, c'est l'occasion ou jamais de miser là-dessus, de manger encore mieux, de s'assurer que quand on l'attrapera, parce que probablement que tôt ou tard, on va l'attraper. Quand on l'attrapera, on puisse justement que ça puisse avoir le moins d'effet possible sur nous. Donc, en étant en meilleure santé possible. Donc, Bill Maher insistait, disait, assurez-vous de gagner cette guerre de l'intérieur plutôt que de vous comporter en germophobe, finalement. Et c'est ça, il donnait l'exemple de Howard Hughes et d'autres germophobes célèbres qui vivent ça comme une anxiété permanente et qui sont très malheureux là-dedans. T'sais. Donc, lui, il faisait avec humour. Là. Moi, j'en parle de façon très sérieuse. Mais lui, il faisait des jokes à travers ça. C'est ça. Donc, tu sais, ce que tu dis, c'est pas de courir après le trouble, mais c'est de justement se préparer pendant qu'on n'a pas le trouble. Là, et en attendant qu'éventuellement, on l'attrape possiblement. En profiter pour mieux manger, à tout le moins, puis faire beaucoup d'exercices. Puis comment développer nos défenses immunitaires, puis comme tu dis, par l'alimentation, par l'exercice physique. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut le faire. On a des gens qui travaillent dans les services essentiels, il y a des gens qui ont des jeunes enfants à la maison, que ça les occupe à la journée longue, puis en plus doivent travailler en télétravail et tout ça. On comprend la situation de tout le monde, mais ceux et celles qui le peuvent, comme tu dis, qu'on puisse saisir cette occasion-là de peut-être revoir certaines de nos habitudes alimentaires, nos habitudes d'exercice physique, et peut-être même de développer des nouvelles habitudes. Hein. Il dit, c'est quoi, ça prend une vingtaine de jours, là, une fois ou un mois, là, pour mettre en place une nouvelle habitude de façon durable là, qu'il faut répéter là, pour que ça puisse être gardé. Donc, ça peut être effectivement là, une bonne occasion de faire ça. Je relance aussi les gens qui nous suivent. Donc, si Barbara, je pense qu'il y a une Isabelle, il y a Michel, il y a Nicolas que je vois dans mon système ici. S'il y en a qui veulent donc réagir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quels sont les impacts que ça va avoir? En quoi vos habitudes ont-elles déjà changé? Vont-elles changer? Donc, Jean-Sébastien, je répète, qui nous disait, oui, il y a nos habitudes alimentaires, d'exercice physique, qu'on peut en profiter en ce moment parce qu'on sait qu'il faut qu'on développe notre défense immunitaire. Est-ce qu'on peut saisir, dans le fond, en avoir conscience puis d'agir en conséquent, de ne pas attendre que ça nous tombe sur la tête, cette histoire-là, alors qu'on peut effectivement prévoir le coup à notre propre échelle. Hein, parce qu'on dit, Sébastien dit, oui, on peut vouloir lutter à l'extérieur, mais et là, on a Barbara qui se joint, un retour de son.
Barbara, je pense qu'il faudrait juste couper le son de la vidéo qui joue sur la page en même temps pour pas que ça joue aux deux endroits. Oh, oh. Donc, c'est peut-être d'aller dans... Je vais couper le son 2 secondes de Barbara. Donc, peut-être de trouver Barbara, l'onglet qui est probablement ouvert où joue la vidéo en direct sur la page Facebook et de couper le son sur cette vidéo-là pour pas que ça joue aux deux endroits parce qu'il y a un petit, vous avez compris, il y a un petit décalage entre les deux là et c'est ce qui fait que ça nous accroche. Sinon, on a Jocelyne aussi qui est ici. Jocelyne qui a peut-être... que je viens de perdre. Qui est disparu. Donc, Jocelyne, vous pouvez vous rejoindre. Sinon, on va donc joindre Barbara aussi dans quelques instants, qui va apparaître par la magie Facebook. Oh, bonjour Barbara, ça va bien? Oui, est-ce que... Oh, bon, est-ce que là, je ne vous entends pas. Est-ce que Jean-Sébastien entend Barbara? Ben, dis rien pour l'instant. Ah. Oui, non, ça a l'air de... On n'a pas votre son, Barbara. Peut-être de vérifier, il y a en haut de votre image, il y a une petite roulette, on peut choisir le micro, là. Peut-être de changer le micro, puis ça peut être avec un autre microphone. Là. Oh, on m'entend? Moi, je l'entends. Oui. J'arrive dans mes paramètres. Voilà, parfait. Alors, Barbara, comment ça va? Ça va bien, oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on pense du sujet, là? En quoi nos habitudes changeront-elles, Barbara? C'est dur à dire. Comment je pourrais dire? Je pense qu'on va devoir, à la longue, repenser notre économie, aller plus vers la solidarité, les rapports entre individus. Puis ça, vous, vos rapports, est-ce que vous voyez présentement qu'il y a eu des changements? Comment ça se manifeste, ces changements-là, des rapports entre les individus? Moi, j'ai remarqué une augmentation de la fréquentation des organismes communautaires. Les gens qui, habituellement, ils n'y allaient pas là, mais là, avec les pertes d'emploi, tout ça, ben là, ils commencent tranquillement à faire des organismes. Oui, puis on sait que ça va aller probablement en augmentant aussi. Hein? On nous dit qu'il va y avoir, veut pas, une certaine détresse là, partagée, communautaire, une certaine détresse psychologique qui va se vivre, qui s'ajoute à déjà la fragilité que certaines personnes vivent au niveau de l'insécurité alimentaire, entre autres, l'insécurité financière, l'addition de tout ça qui fait qu'effectivement, ça rajoute un poids là, sur les organismes. Et certains qui ont même la difficulté ces temps-ci, il y en a qui peuvent même pas continuer nécessairement leurs opérations, qui ont des défis au niveau de garder leurs employés, d'avoir le financement et tout ça. Effectivement, ça pose des gros défis. Et comment on voit la suite, Barbara? Est-ce que de ces habitudes-là qu'on pense, ce souci-là, justement, pour les gens qui sont peut-être dans des situations moins avantageuses ou plus en difficulté, est-ce que vous pensez que ça va durer, ça, et qu'on va maintenir ce souci-là ou cette conscience-là, ou ça risque de partir avec le temps, là? Je pense qu'il faudra faire la promotion de ce service-là pour maintenir les acquis. Si on laisse tomber, après ça, les gens vont oublier. Oui. Ben, effectivement, parce qu'on le voit, puis particulièrement dans le quartier ici, dans le quartier Centre-Sud, qui est un quartier là, assez affecté là, par plusieurs enjeux là, sociaux. Là. Il y en a partout ailleurs aussi, à Montréal et au Québec, mais particulièrement dans Centre-Sud. Et on le voit, là, on en a parlé d'ailleurs dans les dernières semaines avec Manon Massé, avec Sophie Mosera, la conseillère municipale. Tous ces gens-là sont conscients, bien évidemment, des grands défis auxquels on fait face. Mais, veut pas, les besoins risquent d'être plus que ce qu'on peut faire. Et il y a des belles initiatives. Je ne sais pas si, Barbara, vous avez vu, entre autres, on l'a partagé d'ailleurs sur notre groupe Facebook il y a quelques jours, une initiative vraiment intéressante du Fridge, juste pour, je vais trouver le nom correct, là, pour ne pas dire ça, qui, attendez, je le trouve, là, voyons, où est-ce qu'il est, qui organise, voyons, attendez, peut-être que vous le savez, là. J'essaie de retrouver ça dans nos publications. Oui, le Fridge des Faubourgs, hein, qui offre de la nourriture à tous les jours. Et c'est même
organiser des gens qui cuisinent. On a partagé un reportage sur le groupe, un reportage de Radio-Canada qui montrait là une personne qui cuisinait de chez eux, chez lui, des repas qu'il apportait comme ça, qui contribuaient, là, qui étaient remis à des personnes dans le besoin. C'est quand même, là, la personne ne connaissait même pas là, les personnes à qui allaient bénéficier de son aide. Ça, c'est quand même des initiatives inspirantes qui peuvent un peu faire chaud au cœur et se dire qu'il y a encore l'humanité là, dans notre monde. C'est partout comme ça, même à Sherbrooke, nous avons ce service de frigo-free. Ben, ça arrive, ils vont mettre des soupes, des choses de même qui ont cuisiné chez eux. Ouais. Ouais. Et vous, concrètement, Barbara, est-ce qu'il y a des initiatives soit auxquelles vous participez déjà, que vous voudriez participer, peut-être? Des fois, pour plein de circonstances, on n'est pas toujours en mesure là, de s'impliquer concrètement, là, mais peut-être éventuellement. Ben, moi, en ce moment, je m'implique beaucoup dans son esprit. À chaque fois, je crée des légumes, des fruits, je fais des petites affaires de même. Puis avant la pandémie, ben moi, je prenais mes surplus et j'envoyais ça dans les frigo-free, l'Université de Sherbrooke, Cégep, le centre-ville. Donc ça peut être l'exemple que Barbara nous donne là que si on a des surplus de nourriture, que ça peut se partager. Il y a effectivement des endroits, là, vous parlez de Sherbrooke, il peut en avoir à Montréal aussi, où on peut venir partager nos surplus. Ça peut être même de l'annoncer dans notre groupe. Là. Bon, c'est vrai qu'à Sherbrooke, c'est peut-être un peu loin, là, l'annoncer dans le groupe de Centre-Sud, mais pour les gens du quartier ici, ça peut être de l'annoncer. Moi, j'ai vu des publications dans d'autres groupes, des gens qui disaient, écoutez, là, j'ai un surplus, j'ai reçu un panier, je ne mangerai pas tout ça, je ne veux pas que ça se perde, je veux le partager. Et il y a des gens, assurément, qui vont être bien contents de ça, d'avoir quand même un peu de nourriture, que ça pourrait faire toute la différence pour eux et elles. Je vois donc Claude Desroches qui nous dit bonjour. Bonjour Claude, bonne chance à tous. Bien, merci. Claude, si vous voulez aussi réagir à la question du jour, je la répète pour les gens qui nous attrapent en vol. Donc, la question d'aujourd'hui, en quoi vos habitudes changeront-elles? Et est-ce que ces habitudes ont déjà changé, assurément depuis le début du confinement? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous faisiez même avant que vous continuez à faire? Barbara nous disait qu'il y a une certaine conscience des besoins des gens autour de soi que peut-être on avait déjà avant, mais que là, la situation actuelle met encore plus la lumière sur ces situations-là de précarité et peut-être nous fait prendre conscience de l'importance du rôle de ces organismes communautaires dont vous parliez, là, qui jouent un rôle important et qui pourtant souvent là, sont toujours à la recherche de ressources. On est toujours en dessous, là, dans bien des cas, du besoin effectif. Et dans bien des cas, c'est pas du luxe, c'est de s'occuper des gens qui ont des situations de précarité. Je vois Dolores qui voulait participer. Peut-être, Dolores, si vous voulez vous joindre, je vous inviterai juste à mettre sur muet la vidéo qui joue en direct sur la page Facebook quand vous vous joignez sur BeLive. Sinon, on a les deux sons. C'est ça qui arrive, là. C'est pour ça que je vois que vous essayez depuis quelques reprises de vous connecter, là. Donc, peut-être de couper le son sur la vidéo, sur la page Facebook, et ensuite de joindre le lien BeLive, et je pourrais comme ça vous ajouter dans la conversation Dolores. Donc, ça nous ferait bien plaisir de vous parler. Donc, n'hésitez pas à vous joindre si vous le souhaitez. Donc, Claude, qui dit ne pas être sorteux. Ben, c'est pas une mauvaise chose, effectivement. Il dit qu'il a 76 ans. Écoutez, oui, si vous êtes en mesure de rester chez vous et de pouvoir quand même, malgré tout, de pouvoir parler à des gens, de nous permettre à nous de rentrer chez vous comme ça, virtuellement, et de pouvoir vous tenir compagnie, ben, ça nous fait bien plaisir. Et je pense que c'est un peu ça, là, le but de notre groupe et de notre discussion là, d'aujourd'hui, c'est de permettre à tous et toutes, malgré les circonstances, de pouvoir sortir un peu de notre confinement de façon virtuelle, un peu comme le fait Barbara, il nous partage ses commentaires. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, que je vais joindre à nouveau, voulait réagir à ce que Barbara a dit. Je t'ai vu te remettre en ligne. J'ai levé la main, en tout cas, oui, j'ai remis mon son. Parce que je voulais pas, tout à l'heure, il y avait un autre élément que je voulais apporter. C'est d'encourager les gens à trouver toutes sortes de stratégies de lutter contre le stress. Parce que c'est bien connu
le stress réduit notre système immunitaire. Puis quand on est dans un contexte où on entend continuellement parler de virus, vous l'avez tous les deux, tu l'as mentionné beaucoup, Jean-Sébastien, comment les gens se comportent quand ils sont sur la rue, tout ça, il y a une espèce de malaise. Et aussi le contact physique réduit le stress. En général, vous avez entendu, c'est bien connu scientifiquement, c'est démontré que les câlins réduisent le stress chez les gens. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent causer un stress dans la situation actuelle ou empêcher qu'on puisse le réduire. Mais il reste encore des façons de dealer avec ça, que ce soit, bon, chacun peut trouver sa méthode. Là, moi, je parlais d'activité physique, mais pour d'autres, ça va peut-être être la méditation, ça va prendre des respirations. Il y a toutes sortes de stratégies. Et encore une fois, si vous réussissez à bien lutter contre le stress, ça va aider votre système immunitaire si jamais vous êtes exposé au virus. Je vous souhaite pas, mais tôt ou tard, ça pourrait arriver. Donc, je souhaite de passer au travers le plus facilement possible, le plus aisément possible. Vraiment, au fil du déconfinement, là, il y a quand même une stratégie publique d'avoir une immunité de masse. Et pour atteindre l'immunité de masse, ben, ça sous-entend qu'il y a des personnes qui vont l'attraper. Donc, c'est ça. Je leur souhaite de le faire sans stress le plus possible. J'aurai une anecdote pour vous plus tard, là, quand on changera de sujet. Oui. Moi, ça me permettrait de réagir à ce que tu dis et vous poser la question à vous deux, Jean-Sébastien et Barbara, et peut-être aux autres aussi qui nous suivent. Là. Donc, je vois Claude qui nous salue, qui dit salut aux deux Jean-Sébastien. Donc, bonjour, salut Claude. Si vous voulez aussi, les autres personnes réagir à la question, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Sébastien. Tu dis il faut le stress. Le niveau de stress peut avoir une influence, oui, sur notre défense immunitaire et possiblement nous exposer davantage à attraper ou du moins avoir des effets peut-être plus forts. Quels sont je vous pose la question à vous deux, là. Comment vous faites, vous, pour gérer ça? Est-ce que vous avez adopté certaines habitudes, certains comportements? Comment on fait pour réduire ce stress-là qui est présent? Tout le monde, on ne se le cachera pas, là, tout le monde le vit, moi, tout le monde. Il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop, on s'inquiète pour les gens, nos proches, nos amis. On ne sait pas trop, ça va-tu durer 2 semaines, 2 mois, 2 ans? On ne sait pas, qu'est-ce que tu veux. Probablement pas 2 semaines, pour être honnête. Ouais, c'est ça. Pas 2 semaines, 2 ans, c'est peut-être trop. La vérité va probablement être quelque part entre les deux. Mais comment vous faites, vous? Est-ce que vous avez des trucs que vous avez trouvés? Comment faire pour rester un peu zen, prendre un gros souffle, puis finalement, se dire, avoir un certain... Oui, il y a certaines choses qu'on peut faire, comme tu disais, Jean-Sébastien, on peut bien s'alimenter, bien faire l'exercice, dormir, tout ça. Mais il y a aussi une partie, j'ai l'impression, de lâcher prise, de dire il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans tout ça. Et quand même qu'on fera tourner ça là, autant de temps qu'on voudra, qu'est-ce que tu veux? Même nos dirigeants, les politiciens, les médecins, et eux autres aussi, ils ont une part d'incertitude dans tout ça. Ils font le mieux qu'ils peuvent, mais qu'est-ce que tu veux? On ne sait pas tout. Donc, vous, c'est quoi vos trucs que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez adopté peut-être comme nouvelle habitude là, pour gérer là, un peu ce stress-là et peut-être nous partager si vous avez des bons conseils. Qui voudrait y aller? Entre vous deux. Le mieux, c'est de rester zen. C'est ça. De rester zen. Oui, on vous entend très faiblement, Barbara, du moins chez moi. Là, peut-être parler un peu plus fort ou plus proche du micro. Parfait. Vous m'entendez mieux? Un petit peu. Un peu mieux, oui. Oui, OK. C'est ça. Rester zen, faire son mieux tout le temps, aider son voisin, aller faire l'épicerie pour des épiceries pour le monde. Pas de stresser, d'aller faire des marches. Donc, rester actif d'une certaine façon. Faire des actions, de ne pas trop s'en prendre, mais quand même de faire certaines choses, de pas juste s'asseoir puis attendre. Là. Donc, faites des actions un peu, vous marchez un peu, faites un peu des courses pour d'autres personnes. Pour les gens qui peuvent le faire, là, effectivement, qui ont la capacité, la possibilité de se déplacer, c'est pas tout le monde là, qui a nécessairement cette possibilité-là, mais celles qui le peuvent, effectivement, ça peut être une façon de le faire. Dolores qui nous dit qu'elle a un gros bug. Ça, c'est bien malheureux. Mais je suis solidaire avec vous tous et toutes. Merci beaucoup, solidaire Dolores. Écoutez, vous pouvez toujours, Dolores, écrire, comme vous l'avez fait en nous écrivant comme ça, là, aussi vos commentaires, vos réactions aux questions. Claude qui
lui répond, moi je prie, ça aide. On a de belles églises dans le coin. Ah, et il nous dit un jour à la fois. Effectivement, hein, prendre ça un jour à la fois, de ne pas voir ça comme une grosse montagne devant nous, c'est dire, on va prendre chaque journée, puis chaque journée nous amène son lot de bonnes et de moins bonnes nouvelles, mais on est du moins tous ensemble dans cette aventure-là. Donc, je pense qu'au moins ça peut être rassurant, un temps soit peu, par rapport à ça. Et Claude, il dit, on a des belles églises. Je ne sais pas à quel point on peut les fréquenter, par contre, présentement, mais ne serait-ce que peut-être au moins les marcher, les voir, penser qu'elles sont là, effectivement. Et Claude qui fait donc du FaceTime ou Messenger. Donc, Claude qui a l'air très bien connecté, parce qu'on le voit souvent réagir et commenter dans nos publications sur le groupe. Donc, il semble être vraiment à l'aise avec la technologie. Donc, bravo, Claude. Jean-Sébastien, toi, qu'est-ce que ça te dit, ça, de ce qu'on dit là, des trucs qu'on pourrait avoir pour... peut-être je vais enlever Barbara si vous vouliez vous lever là, je ne l'ai pas vous mettre on the spot. Mais c'est ça, Jean-Sébastien, les trucs qu'on peut avoir pour gérer un peu ce stress-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en venir à prendre la tête avec tout ça? Je pense que je ne sais pas à quel point ça peut aider pour lutter contre le stress, mais c'est un bon moment pour essayer de voir les choses du bon côté. Dire est-ce que j'ai là, c'est sûr qu'il y a différentes personnes dans différentes situations. Je ne peux pas parler de one size fits all. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire un bilan parce qu'ils sont super occupés plus que jamais. Les familles, entre autres, en ce moment, sont plus occupées que jamais parce que les enfants sont à la maison, en plus du télétravail, puis ils ne peuvent pas aller solliciter l'aide qu'ils solliciteraient en temps normal. Donc, ce que je vais dire à l'instant, ça s'applique peut-être plus aux personnes isolées, aux personnes seules, qu'aux personnes qui ont des responsabilités là, qui plus que jamais. Donc, moi, je pense qu'une personne qui serait seule, qui serait un peu isolée, c'est l'occasion ou jamais de faire peut-être un bilan, de repenser ses habitudes, de réfléchir qu'est-ce qui nous a amené jusque-là, essayer de voir les choses dans une perspective plus large, plus grande. En tout cas, on a ceux qui ont le temps de le faire. On est souvent pris dans le quotidien, pris dans nos habitudes. Donc, des fois, de regarder les choses avec une distance, ça pourrait contribuer à réduire un stress, de remettre les choses en perspective, d'essayer de voir le verre à moitié plein, des choses comme ça. Et de façon générale, et là, je ne veux pas être critique face à la méthode qu'on utilise aujourd'hui, mais de façon générale, de passer du temps devant des écrans, c'est pas super bon, c'est anxiogène, c'est quelque chose qui cause un stress aux gens d'être devant les écrans. J'imagine que ça s'applique plus à écouter de la télé, écouter des films, être passif. Je pense que quand on est dans des conversations, en tout cas, moi je suis actif en ce moment, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là parce qu'ils ont peut-être des problèmes techniques ou autres, mais quand on a l'occasion de participer à quelque chose, de s'exprimer, de verbaliser, d'être dans l'échange, eh bien, je pense que là, on est peut-être, ça peut contribuer. En tout cas, c'est ce qu'ils disent en psychologie en général, là, que quand on verbalise les choses, quand on les nomme, quand on en parle, quand on participe, être actif de façon générale, ça va réduire le stress chez les gens. Et d'être passif, ça va l'augmenter. Donc peut-être éviter de passer, même si toutes les tentations sont là, même si tout nous est offert sur les écrans en ce moment plus que jamais, et qu'on a même le docteur Arruda qui dit restez chez vous, écoutez la télé. Je pense que la marche, oui, c'est bien, sortir prendre une marche, mais avoir l'impression qu'on fait quelque chose de concret. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, jardiner, faites-le, je vous en prie. Ceux qui ont la chance d'avoir une cour, une balançoire, quelque chose, invitez des gens, tenez-vous à 2 mètres. Je mentionne des choses, moi, j'ai pas de jardin. Moi, j'ai pas une cour super grande, mais il y a des gens qui en ont une. Donc, je pense que c'est un bon moment pour peut-être pour se questionner sur l'utilisation qu'on fait des écrans, justement. Mm-hmm. Puis, c'est ça. J'ai pas toutes les réponses. Tu dis, oui, de trouver des façons de s'occuper et peut-être aussi, ça peut permettre d'apporter un certain réconfort à d'autres. On sait qu'il y a certains organismes qui essaient de mettre en place des espèces de cercles d'appels, hein, que les gens peuvent appeler, faire des appels auprès de personnes isolées. On a fait une publication à notre groupe, je regardais tout juste là il y a quelques heures, on avait publié une publication du Carrefour Saint-Eusèbe qui invite les gens à écrire des messages à des personnes aînées, isolées,
Donc, il y a plein d'initiatives comme ça que moi, je trouve géniales, qui font en sorte qu'on peut trouver un certain sens au temps qu'on a peut-être de plus disponible pour certaines personnes et qu'on veut éviter de passer notre temps devant la télé à se faire bourrer le cerveau là, d'actualités, des nouvelles en continu sur le nombre de cas, le nombre de ci, le nombre de ça, et de finalement peut-être de trouver un certain sens qui peut, comme tu dis, Jean-Sébastien, venir contribuer là, à réduire un peu là, ce stress-là. Parce que dans tous les cas, à un moment donné, on va avoir fini tout ce qui se passe sur Netflix puis sur tout.tv. Là, fait que, une fois que ça sera tout épuisé, ça, là, on n'aura pas le choix là, de décoller un peu de notre écran. Là. Mais tu parlais des habitudes, c'est ça ton thème, en quoi vos habitudes vont changer. J'espère qu'on ne se retrouvera pas avec toute une gang de cyberdépendants au sortir de ça, parce que la cyberdépendance, c'est quelque chose de documenté. Et depuis longtemps, on voulait que nos jeunes, je parle de nos jeunes, mais là, ça s'applique aussi beaucoup à nos adolescents. Il y a des gens qui n'ont jamais été aussi déculpabilisés de leur cyberdépendance que maintenant, que de se faire dire reste chez vous, puis vois pas personne. J'en ai des amis que ça fait leur affaire là, de rester à la maison puis de passer leur journée devant les jeux vidéo ou les Netflix, comme tu disais. Mais là, après, de guérir de cette cyberdépendance-là, tu sais, je dis pas que la culpabilité, c'est une bonne chose, là, mais parce que ça peut aller dans les deux sens. Je pourrais l'expliquer si tu veux. Mais en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas toute une batch de cyberdépendants dans 1 an ou 2 qui sortiront plus de chez eux. Tu sais, je disais des enfants germophobes, mais chez une partie de la population. Puis là, moi, je parle des choses négatives, là, mais je sais qu'il y a plein de choses positives qui vont en émerger. J'espère une réflexion sur notre rapport avec l'environnement, beaucoup. Mais côté plus négatif, côté psycho, parce que moi j'en profite pour dire que ma formation est en psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai fait 1 an et demi de cours de psychologie à l'université, donc c'est assez pour pouvoir tirer des petits bouts de théorie à gauche et à droite, là, dans le sens où j'ai des bases, là, disons-le comme ça. Et la cyberdépendance, ben moi, je le soupçonne. Je soupçonne qu'on va avoir un paquet de monde cyberdépendant là, qui s'il n'était pas déjà, ou en tout cas, ça peut soit créer de la cyberdépendance, soit renforcer de la cyberdépendance. Donc, comment on va dealer avec ça dans les mois, les années à venir? Je le dis, mais bon. Donc, pour encourager encore plus. En fait, je le dis pour vous encourager les gens à être le moins possible devant leur écran. C'est là que je voulais en venir. Ce que tu dis, Jean-Sébastien, fort intéressant, que tout à l'heure, je disais, il y a des bienfaits d'être en communication plus étroite, de se faire des FaceTime, tout ça, quotidien, tout ça. Tu sais, il y a le bon côté. Mais est-ce que, justement, après ça, ça vient avec une certaine facilité qui va faire qu'on va peut-être plutôt dire, est-ce qu'on met de côté davantage de côté les vraies rencontres où on va se voir vraiment, alors que là, un peu comme le phénomène que Facebook a amené, où on est capable de suivre un peu la vie des gens dans leur quotidien presque, et que là, c'est rendu qu'on a peut-être même moins besoin de prendre des nouvelles, parce que de toute façon, on sait ce qui arrive dans la vie de bien des gens, du moins pour les personnes qui partagent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là, effectivement, un peu pervers du recours à la technologie qui, peut-être présentement, adonne parce qu'on est confiné, mais que si ça se perdure par la suite, que ça peut avoir effectivement des effets qu'on va avoir cette facilité-là de se tourner vers la technologie plutôt que de vraiment passer du temps avec des personnes où là, vraiment se développent des liens, des relations, et c'est là que ça se vit. Là. Ce que la science nous dit, c'est que le FaceTime ne serait pas un problème parce qu'il y a un côté relation, il y a un côté on échange, là, on construit la relation, même si ça n'a pas la même qualité que d'être en personne. Non, c'est les Facebook, c'est ça. Suivre les réseaux sociaux, facteur anxiogène, facteur cyberdépendance, jeux vidéo, écouter des séries qui sont construites, tant les jeux vidéo que les séries qui sont construites pour être addictives le plus possible. Donc, là, encore une fois, je semble très, très négatif, mais je pense que les gens le savent que une série télé, Netflix ou autre, c'est conçu pour garder notre attention.
tous les efforts et les énergies sont faits. Comment on fait pour garder l'attention de notre public, pour les garder sur le bord de leur siège et qu'ils aient envie d'en savoir plus. Ils appellent ça des teasers, de titiller notre curiosité. Oh, pourquoi lui fait ça? Comment ça? Non. Ils veulent piquer notre curiosité sans fin. Et puis, à chaque fois qu'ils nous donnent un petit bout de réponse à la question de l'épisode précédent, ben là, il va y avoir une idée de 3 nouvelles questions pour nous donner le goût d'écouter l'épisode suivant. Puis les épisodes vont finir sur un cliffhanger, etc. Donc, ça, c'est connu comme étant addictif et c'est fait pour l'être. C'est pensé, c'est étudié pour être addictif. Jeux vidéo, même chose. Et réseaux sociaux, même chose. On pourrait continuer, mais donc, encore une fois, prudence face à tout ça, parce que c'est pensé pour vous rendre accro. Ah oui, parce que c'est ça, les gens l'utilisent d'autant plus, davantage présentement ces réseaux-là, parce que bon, c'est nos moyens de communication, c'est nos moyens d'échanger. Je vais essayer de ramener Barbara dans la discussion. Barbara, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous voyez ce phénomène qu'on est, voilà, que les gens, bon, présentement, bon, c'est les moyens, qu'est-ce que vous voulez, les gens sont confinés chez eux, on utilise peut-être plus les réseaux sociaux, là, les Netflix, on se parle plus à distance, mais est-ce qu'on pense que ça va peut-être développer justement des habitudes que les gens vont conserver par la suite pour ceux et celles qui n'avaient peut-être pas ça avant, là? L'hygiène numérique. Ils appellent ça l'hygiène numérique. L'hygiène numérique. Moi, sérieusement, si tu pas les personnes, il y en a qui sont à l'aise avec les technologies, d'autres qui vont bien mieux être comme moi, là, face à face à la personne. Ouais. C'est pas la préférence des gens. Donc pour vous, le contact humain, là, de se voir de visu, là, au-delà, à travers l'écran, ça va rester quelque chose d'important. Puis déjà, on avait une conversation avec Sophie Moserol, la conseillère municipale, où les gens qui avaient participé à cette conversation-là amenaient l'idée de dire, ben, il faut qu'on en vienne à rouvrir certains espaces publics. On parlait les rues, là, les rues, piétoniser certaines rues, tout en maintenant la distanciation physique, là, bien évidemment, mais de permettre à des gens quand même de se voir, d'avoir des discussions, de se parler, de sentir qu'on fait partie d'une communauté au-delà que uniquement virtuelle. Comme là, nous, c'est bien beau, là, on se parle et on se voit, mais de pouvoir avoir des interactions, de voir comment les gens réagissent. Des fois, c'est ne serait-ce que ça, là, le non-verbal des gens, là, quand dans un groupe, ben, de pouvoir observer ça. Parce que, bon, des fois, Zoom permet, parce qu'on peut avoir toutes les petites vignettes, là, mais je veux dire, c'est pas la même chose que de sentir les gens. Là. Ça, c'est assurément, on va en avoir on en a besoin. Là. Ça, l'humain est une bébite sociale qui a besoin de plus que de la technologie. Là. Oui, je vois Claude là, qui s'enflamme, qui nous fait plein de messages. Bon, là, je repasse en rafale ces messages. Donc, lui, il dit, bon, j'y vais 1 heure à la fois pour moi, toujours positif. Il faut toujours être positif, c'est bien. La musique des années 60 et en montant. Oui. Là, il me parlait de Telle Aide, effectivement, une des lignes d'écoute à laquelle on peut référer. Je ne sais pas à quel point on peut s'offrir pour y participer, mais assurément, on peut y référer pour pouvoir avoir sollicité de l'écoute. Pas de jeux vidéo pour vous. Ah non, Claude. Ah, ça, il y en a peut-être que pour eux, c'est effectivement une façon de passer leur temps, mais ça aussi, c'est conçu un peu comme dit Jean-Sébastien pour accrocher les gens puis faire en sorte qu'ils soient pris là-dessus là, 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Hein. S'entraîner, moi, je serais intéressé à savoir, Claude, qu'est-ce que vous faites pour vous entraîner? Et j'aime la radio plus que la TV. Ah, il y a peut-être ça aussi, d'avoir la radio qui nous permet d'avoir une voix, des fois peut-être réconfortante, d'avoir une présence, sans nécessairement peut-être avoir cet effet addictif dont on parlait, de regarder constamment l'écran et de voir capter notre attention. Hein, parce qu'en écoutant de la radio, on peut quand même interagir avec d'autres, on peut faire d'autres tâches, on peut marcher, on peut faire différentes actions là, pendant qu'on écoute la radio. Donc, effectivement, une bonne idée. Certains autres diraient des podcasts. Là. On peut télécharger sur son téléphone puis prendre des marches en écoutant des podcasts aussi. Ouais, donc, oui, merci beaucoup, Claude. Mais comme vous dites, s'entraîner, moi, je serais intéressé à ça parce que quand on va approcher de la fin, là, je regarde l'heure. Jean-Sébastien disait, il y a d'en profiter pour revoir notre alimentation, revoir comment on fait de l'exercice physique. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'effectivement, la clé, elle est là. Il faut quand on a la capacité, là,
faut qu'on développe, je pense, cette habitude-là de repenser notre alimentation, de développer nos défenses immunitaires. Tu sais, si ce n'est pas la science et les médecins de ce monde qui vont nous arriver avec un vaccin rapidement, ne serait-ce que nous qu'on prenne notre propre contrôle sur ce qu'on peut contrôler, qui est qu'est-ce qu'on met dans notre corps, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut contrôler, du moins encore aujourd'hui. Donc ça peut-être vous entendre là-dessus, Jean-Sébastien, Barbara, qu'est-ce que vous voyez qu'on peut, y a-t-il des habitudes qu'on peut mettre en place pour justement être plus en forme, plus en santé, mieux manger, de développer là, ces défenses immunitaires-là dont on parlait, et qui, ça, ne dépendent que de notre choix, que de notre bonne volonté, et qu'on n'a pas de permission à demander à personne pour ça. Là. Vas-y, Barbara, je t'écoute. Ouais. Pour développer notre système immunitaire? Oui, c'est ça. On dit autant que ce soit par l'alimentation, par l'exercice physique. Est-ce qu'il y a des habitudes qu'on peut adopter, là, si ce n'est pas déjà le cas, qui contribueraient à ça? Là? Ben, c'est sûr qu'il faut privilégier l'économie locale, manger vrai, arrêter d'exporter de la nourriture provenant d'arrivée du monde. Mm-hmm. Éviter de manger des aliments transformés, marcher plus, boire de l'eau. C'est tout, là. C'est ça l'important. C'est vrai. Et avoir une c'est vrai, vous êtes l'alimentation, les circuits courts, hein, d'alimentation de proximité. Est-ce qu'on peut s'alimenter davantage quand on dit de produits québécois, ne serait-ce que pour encourager nos producteurs québécois, c'est une chose, mais en même temps, vous le dites, plus ça vient de loin, plus il y a eu du transport, il y a eu de la pollution, il y a eu peut-être des produits, ça a peut-être été produit de façon industrielle. Comment faire pour, c'est ça, s'alimenter davantage de produits sains, boire de l'eau. Boire de l'eau qui peut sembler très, très simple, hein, puis pourtant qu'on n'en boit jamais assez. Moi-même, je me force à en boire. Un grand verre d'eau. C'est ça. Et ça, c'est la clé. Là. Boire de l'eau, bien dormir, bien manger. Là. Ça, là, vous pouvez passer à travers les plus grandes épreuves de la vie, souvent avec ça. Puis, c'est ça, c'est des habitudes à mettre en place parce que moi-même, là, je le fais trop peu. Oui, Jean-Sébastien doit réagir. Je voulais ajouter quelque chose. Si certaines personnes se mettent à avoir peur de l'épicerie et décident de limiter leur visite à l'épicerie, ça pourrait les amener à vouloir se tourner vers le surgelé ou la nourriture en conserve ou des choses comme ça. Il y en a autour de moi qui m'ont dit moi, je fais l'épicerie maintenant juste aux 3 semaines, une fois par. Ils essaient aux 2 semaines, aux 3 semaines, ils essaient de repousser le plus possible. Ça devient un défi dans ce cas-là de manger frais, de manger beaucoup de fruits et légumes. 2 semaines, ça peut être pas si pire, ça dépend lesquels, mais plus on repousse nos visites à l'épicerie, moins ce qu'on mange va être frais. Bon, ça c'est une première chose. Donc, peut-être d'éviter d'avoir peur de l'épicerie, surtout avec tous les moyens qui sont mis en place en ce moment, les gens qui vont commencer à de plus en plus porter de couvre-visage, puis des désinfectants un peu partout. Bon, je pense pas que l'épicerie soit si dangereuse que ça. Donc, si vous continuez d'y aller toutes les semaines, vous allez peut-être manger plus frais. Autre chose, au niveau des habitudes liées à tout ce qui se fume, eh bien, le virus en ce moment, il va souvent infecter les voies respiratoires. Pas souvent. C'est un virus respiratoire. C'est un virus qui infecte les voies respiratoires. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui fument, c'est une bonne occasion d'arrêter. Parce que si on dit aux gens, savais-tu que ton tabagisme peut augmenter sérieusement les conséquences que tu as du COVID? Si tu l'attrapes, eh bien, il va être beaucoup plus grave si tu fumes que si tu ne fumes pas. Eh bien, là, on vient de transformer une habitude de santé qui aurait eu des conséquences sur le très long terme, peut-être un jour à mourir de ça ou d'autres choses. Mais là, ça devient une conséquence immédiate. Donc, on peut développer une motivation à arrêter de fumer à cause du coronavirus. Donc, peut-être que ça peut être une façon de transformer une peur en un outil de changement. Et même chose au niveau de la marijuana. Je ne dis pas que de ne pas consommer de marijuana, mais trouver des façons que ça affecte le moins possible vos poumons. Parce que si des gens consomment de la marijuana de façon en fumant, eh bien, ça va irriter leurs poumons. Puis tout ça. Donc,
c'est d'éviter d'en consommer trop, même si, bon, il y a le facteur stress aussi, ça peut calmer les gens, mais trouver des façons en tout cas, il y a moyen, je sais pas si je pense qu'au Canada, c'est pas tellement possible, mais on peut en mettre on s'en procure et on en met dans la nourriture, je sais pas, y aller vers le marijuana mangeable si vous êtes, vous en avez besoin pour vous calmer votre stress. Oui, et il y a des livraisons d'ailleurs, qu'on m'a dit. Ben, ça me permet aussi de rebondir sur ce que vous dites là. Effectivement, l'alimentation locale, tu disais, Jean-Sébastien, les gens ne veulent pas faire trop souvent d'épicerie. Certaines personnes. Oui, parce que ça demande de se déplacer. Moi, écoutez, j'ai essayé, je ne veux pas faire une plug, là, mais en même temps, je fais une plug. Des fois qu'on commande l'épicerie, ça prend plusieurs jours. Hein. Des fois, il faut comme prévoir une semaine d'avance notre épicerie pour qu'ils viennent livrer là, quand on fait des livraisons. Et moi, j'ai commandé hier au Rachel Berry sur Sainte-Catherine et il y a une livraison dedans de 2 heures. Donc, vous recevez votre épicerie livrée directement. Donc, c'est une petite plug comme ça que je fais là, parce que j'ai trouvé ça génial parce que c'est de l'alimentation biologique et pas toujours locale. Là. Moi, j'ai des citrons pour me faire mon eau citronnée le matin, là, ça ne pousse pas au Québec, mais vous avez beaucoup de choses qui sont donc biologiques. Et vous voyez d'ailleurs l'adresse, je vous mets l'adresse de courriel. Par contre, eux, ils n'ont pas de site web pour commander. Il faut l'envoyer par courriel. C'est ça qui est un peu embêtant. Là. Mais une fois que vous avez votre commande, vous l'envoyez. Puis voilà. Donc, c'est pas sponsorisé. Là. On n'est pas payé pour ça. Oui, mais tout ce qui est, pour être plus générique, tout ce qui est panier bio, paniers locaux, souvent, ça marchait déjà par livraison, par commande. Il fallait aller chercher chez l'écoquartier local ou à un point de livraison. Eh bien, cet été, ça va être l'occasion plus que jamais de manger du local avec tout ce qui est paniers en tout genre, là, paniers locaux qui sont livrés chez les groupes écolos en général qui gèrent ça. Ou des groupes communautaires. Oui, ben c'est ça, tout ce qui est l'agriculture soutenue par la communauté. Là. C'est ça que je cherchais, agriculture soutenue par la communauté. Et ça, effectivement, c'est une très bonne idée, Jean-Sébastien, parce que ça se fait partout au Québec. Hein, que vous soyez ici, j'imagine en Estrie ou ailleurs, là, ça se fait aussi. Partout. Je sais que si vous allez sur le site de l'organisme Équiterre, entre autres, là, eux, ils coordonnent ce réseau-là là, de l'agriculture soutenue par la communauté. Et vous pouvez être mis en relation avec un fermier, votre fermière de famille. Donc, un peu comme un médecin de famille, mais ça, c'est votre fermier de famille. Et ces personnes-là, moyennant un abonnement, donc on paye, dans certains cas, là, pas tous les cas, mais dans certains cas, il faut payer pour la saison et donc on vous livre vos paniers. Là, donc, il y a vraiment une relation de soutien des fermiers là, qui vont en avoir de besoin, il faut le dire, là, et qu'on a besoin, moi je pense, là, qu'il faut absolument qu'on, ne serait-ce que de mettre que les pouvoirs publics investissent là-dedans, mais que la population se responsabilise aussi et fasse des choix de consommation, de dire, ben voilà, on a des agriculteurs chez nous qui ont besoin de notre soutien et que c'est pour notre propre santé, c'est pour notre propre bien d'avoir... Et la santé de notre environnement aussi. La santé de l'environnement et notre santé économique. Finalement, c'est du win-win-win partout là, dans cette histoire-là. Là. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, à encourager. Là. On aura sûrement d'autres occasions pour en parler, là, mais ça me semble être une piste là, et qui a un impact sur notre santé individuelle et conséquemment sur notre santé communautaire, parce que si on prend soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres, parce que là, on est tous reliés, on a bien compris ça avec notamment la situation actuelle. Donc, écoutez, je ne voudrais pas trop nous attarder, parce qu'on a déjà passé notre cap d'1 heure, là, j'essaie de rester en dedans d'1 heure dans nos discussions. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui nous suivent qui voulaient intervenir, parce qu'on a beaucoup entendu Barbara et Jean-Sébastien, c'était fort intéressant, merci beaucoup. On a lu beaucoup de Claude aussi. Je ne sais pas si Dolores voudrait réagir, nous faire peut-être un petit commentaire, que ce soit par écrit. Je regarde les autres personnes qui nous suivent aussi en ligne, Jean-Emmanuel, Jeannick, Michel, Nicolas, Isabelle, d'autres gens qui nous suivent présentement. Si vous voulez aussi nous faire un petit mot là, avant qu'on quitte par écrit, ça serait fort apprécié, ou juste un petit coucou. Sans que ça soit nécessairement là, par caméra, mais par commentaire, ça serait génial. Claude qui commente plus d'argent dans nos poches, dans leurs poches. Je ne sais pas c'était quelle poche dont vous parliez, mais dans tous les cas, si on consomme local, c'est plus d'argent dans nos poches à tout le monde, dans tous les cas. Donc, dans nos propres poches, parce que l'argent reste au Québec, assurément dans les poches des producteurs, parce que c'est auprès de eux qu'on consomme et que ça nous revient. Dans une certaine mesure, hein, parce que ces gens-là, ils travaillent ici au Québec, ils vivent ici, ils consomment ici,
ils payent, on l'espère, la plupart de leurs impôts au Québec. Donc, c'est de l'argent qu'on fait rouler et c'est notre économie qui en sort gagnante, assurément. Jean-Emmanuel, coucou, belle discussion, merci beaucoup. Jean-Emmanuel, bien content de te lire, parce qu'effectivement, ça me permet de faire un clin d'œil, Jean-Emmanuel, tout le mouvement aussi coopératif, là, j'ai connu Jean-Emmanuel dans ce milieu-là. Il faut aussi, je pense qu'il faut que ça éveille aussi certaines consciences là-dessus, de choisir dans nos choix de consommation, de choisir est-ce qu'on consomme auprès d'entreprises québécoises, est-ce qu'on consomme auprès d'entreprises qui appartiennent à la communauté, dans tout le milieu coopératif, le milieu de l'économie sociale, qui est porté par la communauté, qui appartient, qu'on ne peut pas déraciner une entreprise d'économie sociale, un OBNL, une coop, ça appartient aux gens de la place. Et entre autres, que ce soit le milieu la Fédération des jardins, les 15 des jardins, de plusieurs grands fleurons québécois qui sont du milieu d'économie sociale. Je pense que on a un peu ce mouvement-là en cours présentement de vouloir soutenir l'achat local. Je pense qu'il faut assurément que ça vienne là, s'incarner là, dans nos habitudes et qu'on puisse assurément là, le démontrer par nos actions, et pas juste par nos dires. Donc, Jean-Emmanuel qui, effectivement, complète faire appel aux coops de santé pour la prévention. Ça, c'est intéressant aussi. Les coopératives de santé, ça, on en a quand même quelques-unes, là, effectivement, au Québec, là, ça se développe, je pense d'ailleurs, à Sherbrooke, je crois qu'il y a ça, des coops de santé. Donc, ça, c'est quelque chose à aussi creuser. Et Claude, l'argent dans les poches, pas de mari. OK. Donc, Claude qui dit non, moi, je ne m'enverrai pas sur le chemin du cannabis. Moi, je préfère garder mon argent dans mes poches et possiblement de commander des paniers bio auprès des producteurs québécois. Ça, c'est. Mais Jean-Sébastien, tantôt, quand ton interprétation que tu avais faite, j'étais comme, pas sûr que c'est ça qu'il voulait dire, parce que je voyais la séquence des deux phrases de Claude, puis je me disais, mais ton interprétation est encore plus intéressante, donc je te laissais aller. Mais j'avais deviné que Claude il parlait de la marijuana. Oui. Écoutez, donc, je vous remercie beaucoup. Donc, Jean-Sébastien, Barbara, pour vous être joints à cette conversation-là. J'en profite pour vous dire qu'on va avoir d'autres conversations aussi qui vont venir. J'essaie de faire ça de façon la plus régulièrement possible. Là, ça se veut les conversations le plus comme ça sur un sujet plus ouvert. Mardi prochain, 5 heures, donc à 17 heures, rencontre avec Stephen Guilbeault, qui est donc le député de Laurier-Sainte-Marie, ministre du patrimoine. Annonces importantes qui ont été faites dans les dernières heures, tout juste même hier, au niveau du soutien de l'industrie culturelle. Donc, on pourra parler, entre autres, de ça, parler des mesures fédérales, mais parler aussi du quartier, ici, dans Laurier-Sainte-Marie. Donc, il y a ça. Et, assurément, je vais essayer, dans les prochaines semaines, de continuer à faire ce genre de discussion-là. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à en fait, je vous invite, pas juste n'hésitez pas, là, mais je vous invite à me les partager, qu'on puisse comme ça choisir des sujets là, qui viennent de la communauté. Et aussi, je termine en disant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Là, Il y a eu une rencontre au sommet cette semaine à laquelle, entre autres, Jean-Sébastien avait participé pour organiser là, une soirée, plus d'activités animées, sociales, là, avec d'autres... avec des jeux. Avec des jeux. Jeux virtuels qu'on puisse... Des jeux de société, des jeux de groupe, là. C'est ça, quiz, se poser des questions, des choses comme ça. Pas de jeux vidéo. Pas des jeux vidéo. Non. Et ça te permet de peut-être joindre... il y a quelqu'un qui s'est joint à la toute dernière minute. Un panéliste surprise. Émile tire, mais qu'on n'a pas sa caméra, Émile. Je ne sais pas si Émile peut activer sa caméra ou nous dire ce qu'il voulait nous dire, parce que là, on approchait vraiment de la toute fin, mais on peut vous attraper comme ça au vol, et ça permet de tester la vue avec 4 vidéos. C'est la première fois que je le fais, donc on a beaucoup de gens, c'est bien. Donc, Émile, si vous arrivez à activer là, votre caméra, parce qu'on ne la voit pas là, en ce moment. Non, Émile qui est disparu. Écoutez, ça sera probablement pour une prochaine fois, à moins qu'Émile nous attrape dans les prochaines secondes. Sinon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous écoutez en rediffusion cette vidéo, je vous invite à commenter. La discussion peut se poursuivre. Commentez la vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le sujet de la discussion d'aujourd'hui, en quoi vos habitudes changeront-elles? Alors, je vous invite
à partager vos commentaires en discussion et ça pourra continuer, ça pourra vivre. Qui sait, peut-être dans 15 ans, on va encore en parler de cette vidéo. On ne sait pas. Donc, vous pouvez répondre dessous de la vidéo. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien, Barbara, Claude, tous ceux qui ont participé. Et on se dit donc à une prochaine. Bye bye. Bye à tout le monde.